Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce vidéo Randia du samedi 9 mai 2020. Le numéro 19. Conception, animation et montage de Richard Glenn, directement de Mont-Saint-Hilaire. Nos invités, Michel Labrèche, auteur-conférencier, Marc Laperle, homme d'affaires à la retraite. On aborde la magicienne, les pouvoirs de la magicienne, avec M. Michel Labrèche. Et en privé, dans le club créé, il y a aussi 1 heure de rencontre avec M. Michel Labrèche. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant et la version MP3 audio par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Il est encore temps de vous abonner au 4e congrès ésotérique de Montréal, l'évolution cosmique de l'humanité, sur le thème cette année de spiritualisation de notre humanité, à ESO 2020. Au lieu de les avoir toutes dans la même journée du samedi 5 qui précédait Pâques, nous les avons reçus à tour de rôle chaque jour de la semaine 5, puisque nous sommes en confinement. C'était la belle occasion d'en faire un tour d'horizon plus approfondi. Georges Lahy, comme au temps de Noé, mythe devenu réalité planétaire. Serge Cazelet, exégète des textes sacrés. Il faut voir au-delà du texte. Alain Niala, croyez-vous être spirituel? Martin Yanta Polczynski, religion ou spiritualité? Je dois maintenant vous annoncer que l'émission que vous allez voir a été enregistrée le 8 février 2020 pour le Vidéo Randia numéro 19 maintenant. Et il y a la version pour le club créé. On ne s'attendait pas à retarder si longtemps cette diffusion, étant donné les événements que vous connaissez. Alors, bonne émission. On va parler bien évidemment de le pouvoir de la magicienne. En fait, c'est les pouvoirs. C'est les pouvoirs. Et en effet, tu as raison, Michel Labrèche. Il était au départ 8 tomes dans un bel écrin complet. Et aussi, maintenant, en version plus petit format de combien? 22 tomes. 22 tomes. Les 8 ont été étendus sur 22. Chaque chapitre qui était contenu dans les 8 tomes ont été transférés donc en petits livres de poche d'à peu près 150 pages. Mais il y a un 50 pages qui revient dans chaque livre, qui est la table des matières et le glossaire, parce que je trouve que c'est super important que si quelqu'un tombe sur le livre, mettons, qui parle de la psychologie, puis qu'il va voir la table des matières, il va voir aussi que je parle de la réincarnation, la mort, les émotions, toutes sortes de choses, et il va peut-être trouver ça intéressant pour pouvoir se procurer les autres livres. Et le glossaire, c'est important parce que si moi je parle du mot entité, le mot fantôme, le mot amour, pour moi, ça veut dire quelque chose, puis je dois établir un vocabulaire de base qui va être en synchronicité avec la personne pour qu'elle puisse intégrer l'information parfaitement sans qu'il y ait de modification dans le transfert d'information. OK. Alors, on voit la différence de format des deux versions. C'est quelque chose. Hein? Ça t'a pris combien de temps à écrire tout ça? Ben, c'est sur une période de 40 ans. À la fin, quand j'étais dans la rédaction finale, ça m'a pris 3 ans, à raison de 20 heures par semaine, pour l'écriture finale. Donc 40 ans, ça veut dire que Bernard de Montréal aurait pu être mis au courant de ça. Est-ce qu'il savait que ça s'en venait? Ben, Bernard de Montréal a été mis au courant parce que moi, j'ai écrit mon premier livre, Le Statut de la Liberté, qui est sorti en 95. Le Statut de la Liberté. Le Statut de la Liberté. Il est sorti en 95. D'ailleurs, Bernard, quand j'ai sorti mon livre, il a pris le livre de même, puis là, il a dit « Very good, very good ». Puis là, il a pris le livre, puis il l'a ouvert au hasard. Puis moi, je fais un peu comme dans le livre Illusion, les aventures de Messie récalcitrant de Richard Bach. Je mets des maximes, je les mets en gros, puis en caractère gras, en bold, en plein milieu. C'est bon, on voit Bernard juste en arrière de toi. Oui. Et Bernard, à un moment donné, il ouvre la page. Puis moi, j'ai écrit, l'amitié est à l'esprit, ce que l'amour est à l'âme. Il a dit, wow, ça c'est vraiment un bon livre. Puis là, il a fait une conférence en août 97 de 1 heure sur mon livre. Puis en conférence, il a dit, toi, il disait ça de même, toi, tu peux pas écrire comme moi, puis moi, je peux pas écrire comme toi. C'est ça qu'il dit. C'est bien, hein? C'est bon. C'est presque la bénédiction du pape du supramental. Est-ce qu'on peut qualifier tes livres de supramental aussi? Ben, en fait, si on veut aller de point de vue de l'esprit,
je parle du supramental, je parle de Steiner, Aurobindo, puis je parle de Bernard beaucoup. Et moi, je dis qu'il faut aller au-delà du supramental, parce que le supramental, même Bernard, il a créé une forme. Et lui-même, Bernard de Montréal, s'il était vivant actuellement, je suis sûr qu'il déferait des formes qu'il a faites. Il a parlé du pire esprit, il a parlé du double éthérique, il a parlé de l'ajusteur de pensée, plein d'affaires que c'était des formes temporaires alternatives qui étaient bonnes peut-être 1980, 90, 2000. Mais là, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il dirait, il faut que je défasse la forme. Savez-vous quoi? L'ajusteur de pensée, ça existe, mais pas comme je vous dis. Fait que, oubliez ça, on va nommer un autre nom pour ça. Il irait plus loin, il déferait le supramental, parce que si le supramental devient une forme, ça devient une forme de connaissance, puis là, les gens vont être limités pour dire, le supramental, c'est tout, puis il n'y a rien après. Quand, dans le fond, un jour, tout ce qu'il doit avoir, c'est de l'énergie qui s'exprime par l'intermédiaire d'un émissaire, qui est un porteur de lumière, puis quand la personne reçoit l'énergie et manifeste l'énergie, c'est un peu comme le buisson ardent. Le buisson ardent, là, c'est une lumière qui parle, qui vibre, puis ça n'a pas de nom. Si ça a un nom, puis ça dit, allô, je m'appelle Hachem, je m'appelle Avé, Yallah, tu diminues ton feu. Il n'y a aucune entité cosmique qui peut être ce qu'elle est si elle prend un nom puis elle arbore une forme, parce qu'il va y avoir l'utilisation d'une énergie qui va baisser le feu de l'entité. Voilà. Marc, as-tu une question? Non. Bon, mais je vais te voler ta caméra d'abord. C'est ça. Parce que je suis comme dans le fond, moi, là, dans le... Tant que rien d'intelligent, vous fallait la gueule, c'est pas vrai. C'est parce que, comme tu vois, c'est un monsieur très, très, très volubile. Geneviève m'avait dit, avec Michel Labrèche, tu lui poses une question, puis tu le laisses parler. Ah oui. C'est correct, ça. Non, mais... Repose une autre question. Si tu veux que je parle une heure, je vais parler une heure. Pas de problème. Oui, non, mais ça me va. On voit, là, le pire esprit, l'ajusteur de pensée et tout ça, là, c'est emprunté de la tradition de le livre d'Urantia. Oui. Le mot supramental vient de la tradition Aurobindo, etc. Oui. Alors, toi, Michel Labrèche, tu es inspiré de tout ce monde-là ou tu as ton propre dictionnaire, ton propre lexique? J'ai mon propre lexique, mais c'est inspiré de tout ce que j'ai dû passer par pour me rendre là où je suis. Il y a une échelle. On lâche un barreau, on prend le prochain barreau, on lâche celui en bas pour aller celui en haut, sinon tu restes attaché. Quand tu es dans une évolution, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est la capacité de continuellement être en mouvement. Si tu es stagnant parce que tu as craché avec un barreau, ben tu peux pas continuer à évoluer. Donc, il faut être capable de lâcher une forme infériorisée pour arborer une nouvelle forme. Pour un jour, il n'y a plus de forme. Quand il n'y a plus de forme, qu'est-ce qu'il va y avoir un jour? Il va y avoir simplement l'esprit qui se manifeste. Il va y avoir une construction, l'utilisation d'une énergie indifférenciée qui va devenir différenciée par la volonté de la personne qui va cristalliser et matérialiser cette énergie-là. Puis qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir une construction, une déconstruction et une reconstruction. Et c'est un peu comme le principe de quand un char d'assaut, là, il y a une chenille, la plaque, elle est ici, elle s'en va là, elle est utilisée et elle est récupérée et elle s'en va là. C'est toujours le même mouvement, mais ça permet au char d'assaut d'avancer puis de passer par-dessus tous les obstacles qu'il va rencontrer. OK. Militairement parlant, char d'assaut, on aurait pu dire, je sais pas moi, un bulldozer, hein, c'est la même chose. Bulldozer, mais c'est l'image qui est revenue dans ma tête. Alors, c'est celle que j'utilise. C'est excellent. Ben oui, bon, c'est bon. Et en français, est-ce que ça a été écrit en pensant en français ou c'est aussi en anglais et c'est adapté dans plusieurs langues, là, on le sait? Oui. Non, ce qui est arrivé, c'est que naturellement, moi, étant une personne d'expression française, j'ai fait ma propre recherche, mon évolution, etc. Puis comme je disais dans l'autre conférence, j'ai écrit mon compendium de tout ce que j'avais réalisé. Et quand la première fois de ma vie, j'ai rencontré Bernard de Montréal, je peux vous dire, c'était le 5 février 82. J'ai vu quelqu'un en avant, puis je pense que c'était toi qui l'interviewais au Cégep Maisonneuve. Puis j'ai dit, enfin, quelqu'un qui parle le même langage que moi, il dit la même chose que moi, mais dans d'autres mots. Puis là, j'ai été le voir pendant le break, puis il m'a regardé, il s'est tourné de bord, puis il est parti. Là, j'ai dit, franchement, s'il y a quelqu'un qui comprend Bernard de Montréal, c'est bien moi. Puis il me fait un pied de nez de même. J'ai dit, peut-être qu'il n'est pas si connecté que ça. Plus tard, je suis devenu ami avec lui. Il m'a expliqué, il dit, Michel, il dit, si je t'aurais pris avec moi, puis que je t'aurais pris de même, puis je t'aurais parlé, là, je t'aurais magnétisé totalement, tu aurais été le président de mon fan club, puis tu aurais été manipulé malgré mon intention de ne pas le faire. La seule affaire que je peux faire avec toi, c'est pas te parler, puis te virer mes talons, puis m'en aller. Alors, j'ai été capable de prendre le choc que ça a créé. Puis, au fil des ans, j'ai fait ma propre évolution sans avoir une espèce de manipulation, de domination d'une forme que je vénérais beaucoup parce que je disais, cet homme-là, il a une connexion mentale totale, je la reconnais et quand lui parlait, moi j'avais le complément d'objet direct
dans mon oreille avec mon double éthérique qui me donnait des notes complémentaires sur ce que lui disait. Alors, je passais mon temps à prendre des notes. Les gens disaient, ben non, c'est sur une cassette, c'est sur un CD, t'as pas besoin de prendre de notes. C'est parce que moi, je reçois d'autres informations que je me rappellerai plus. Puis là, des notes de même, là, ceux qui me connaissent, là, j'avais là partout des notes, partout de tous les hôtels qu'on a été, là, plein de formats. Puis quand j'ai fait mon livre de 2400 pages, j'ai pris toutes mes notes, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça, ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Ça m'est tout revenu, puis j'ai tout comme mis ça ensemble dans un œuvre classique. Et moi, je dis que c'est de la conscience pure. Le supramental, c'est une forme, c'est une belle forme, mais il faut la défaire puis aller plus loin. Puis un jour, il doit y avoir juste de la conscience, de l'énergie. La conscience, ça veut dire avec science. Con, c'est avec. Il y a des gens qui sont cons, ça veut dire une autre affaire. Mais con, c'est avec science. Oui. Donc, si tu es avec science, tu vas être capable de faire plein de choses, tu vas comprendre tout ce que tu as à comprendre. Puis actuellement, moi, ce que je dis, c'est que mon livre, ça dit en espagnol, tu propria magia. Et magico de hoy, c'est-à-dire la magie d'aujourd'hui. Le vrai titre, ça devrait être El Mago de hoy. El Mago, c'est quand tu gagnes le mago, c'est comme la loto, hein. Mago, c'est un mage, c'est un magicien. Magico, ça veut dire magique. Moi, j'ai dit la journée magique d'aujourd'hui, plus que le machin d'aujourd'hui, parce que magico, je trouvais que ça faisait plus éthérisé. Mais ta propre magie. Alors, quand tu es capable de faire ta propre magie, tu fais de la magie, et un jour, tu vas aller une coche en haut, tu vas faire ce qu'on appelle des miracles. Quand tu fais un miracle, c'est quoi? C'est de la magie, mais que tu contrôles pas l'information. Et là, tu appelles ça un miracle parce qu'il se passe de quoi, puis tu dis, je suis pas capable de l'expliquer. Si tu restes en contrôle de ton miracle, un jour, tu vas faire de la science infuse. C'est simplement la matérialisation de l'esprit sur la Terre par l'intermédiaire d'un émissaire. À ce moment-là, on parle plus de magie, on parle plus de miracle, on parle de science infuse, matérialisée, concrétisée. Si tu étais entré en contact avec moi à l'époque où tu avais vu Bernard de Montréal, tu m'aurais dit ça, là, je t'aurais dit, écoute, un bonjour, là, c'est Bernard assis à ma gauche, Michel Labrèche assis à ma droite, on part une question, on prend un et l'autre. T'aurais-tu aimé ça? Oh, ça aurait été très créatif. Bon, ben, je te donne un rendez-vous, ici en studio, tu vas être là, puis il va y avoir Bernard de Montréal ici où il y a ton gros poster, là, et j'aurais préparé des extraits de conférences de Bernard avec Bernard qui nous parle, mettons, je sais pas moi, le double éthérique. Bon. Alors, je te pose la question, la même question, je vous la pose finalement, mais posthume, là, lui, il peut plus rien changer. Oui, mais tu vas voir qu'est-ce que moi je vais dire au complément de ce que lui dit. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais te donner un exemple. Il y a Daniel Ménard qui est récemment décédé. Oui. C'était une grande âme. Il a interviewé Bernard. Il a fait un peu ton travail comme François Payotte. Il nous a quittés. Maintenant, moi, je me rappelle définitivement au Sheraton Laval, Bernard de Montréal, à un moment donné, il dit « C'est quoi le temps? » Puis là, Gros Binou, comme tout le monde l'appelait, il répond, mais il sort une définition longue comme ça, qui était un petit peu intellectualisée, etc. Moi, dans ma tête, ce que ça leur a répondu, c'est quoi le temps? Le temps, ça n'existe pas. C'est une construction mentale qui est pour l'homme, pour être capable de gérer son inconscience, pour qu'il y ait une idée du différence de potentiel quand il y a un mouvement d'énergie entre deux choses. Moi, c'est ça que ça dit dans ma tête. Je te le répète à peu près. Puis ça, c'était il y a 25 ans, là. Ménard, Daniel, il a dit une définition, le temps, c'est une 5e dimension de blablabla. Bla, bla, bla. Puis c'était avec sa capacité psychique à lui de connecter avec le centre de l'univers et il a reçu sa réponse à lui. Sa réponse à lui, pour moi, c'était une réponse qui était beaucoup trop longue parce que personnellement, je disais que le temps, ça n'existe pas, j'aurais pu arrêter là. Le temps, ça n'existe pas. Puis les gens n'arrêtent pas de dire, on est dans la 3e dimension, il y a la 4e, il y a la 5e qui s'en vient, il y a les 24 vieillards, les 13 immortels. Puis là, ils n'arrêtent pas, là. Puis là, il y a 12 univers parallèles, là. Ils ont trouvé ça, là, récemment. Moi, je pense qu'il y a une manipulation totale par le monde astral parce qu'il y a le monde éthérique, c'est le monde en dehors de la forme. Il y a le monde de la forme qui est l'astral, puis il y a le monde physique. Puis tout ce qui est dans l'astral, là tu as les 24 vieillards, puis les 13 immortels dans l'astral. Mais à part ça, c'est des constructions mentales qui sont là pour piéger l'être humain, pour l'entraper dans une condition vibratoire qui est incapable d'échapper une prison psychique. Et que là, quand il n'est pas capable d'avoir le pouvoir d'interception, il n'est pas capable de connecter dans le centre de l'univers puis d'avoir la réponse que je viens de te dire, c'est quoi le temps. C'est quoi que tu appelles le pouvoir de l'interception? Bernard l'a bien expliqué. Le pouvoir d'interception, c'est la capacité psychique vibratoire d'un individu lorsqu'il est totalement en
connecté avec lui-même, avec sa source intérieure, il est en même temps, alternativement, c'est comme le spin inversé des électrons, il concentre sur lui, mais ça le met totalement en synchronicité avec le centre de l'univers, et il va être capable d'avoir des réponses que les autres n'auront pas la capacité de descendre ici. Donc, interception, pourquoi? Il y a un rayon entre le centre de l'univers qui fait vibrer tous les atomes, qui fait vibrer la vie sur la Terre par l'intermédiaire du Soleil, etc. Il y a des effluves de vie, et quand tu peux, en anglais, dire « ride with the wind, surf with the wave », c'est ça que tu fais, tu te mets en connexité avec ce rayon-là, et quand tu rentres dans le rayon, tu te rends jusqu'à la source dans le centre, et là, plus ton degré vibratoire est élevé, plus tu es capable d'amener une réponse nouvelle en dehors de la forme que les autres ne sont pas capables de canaliser. Quand tu dis tu te rends dans le centre, qu'est-ce qui se rend là? Pas ton corps physique? Non. Pas Ta psyché. C'est pas ton âme, c'est ton lien mental, parce que quand tu as un corps physique, tu es en connexion avec le centre de l'univers, d'où est l'émanation primale de la source d'énergie. Ça t'anime, ça fait battre ton cœur, ça nourrit ton âme, ça te donne une personnalité, tu as de l'information dans toi, tu développes une espèce d'attitude de comportement par rapport à ton ego ou à ton expérience. Mais quand tu as tout fait le ménage là-dedans, puis que ton ego est transparent et que ton âme, elle pulse réellement, tu as la capacité, avec les neurones qui sont bien connectés dans ta tête, simplement de te connecter et être parfaitement en synchronicité avec ce qu'il y a dans le centre de l'univers. Et donc, c'est comme si tu es capable un petit peu d'arracher de l'intelligence du bon Dieu et de la faire rayonner, un peu comme quand tu as Tinkerbell dans Walt Disney, là. Tu prends Tinkerbell, puis tu vas voler, tu apprends, là, tu te mets un petit peu là, de poudre, puis là, tu te mets à voler. C'est le même principe, c'est la même allégorie que je veux te faire. Là, tu as dit, quand les neurones sont bien... Bon. La drogue, est-ce que ça peut aider? Ou est-ce qu'il y a des gens aussi qui souffrent d'Alzheimer et tout ça, ils sont plus connectés, donc ils sont finis? Bon, là, il y a plein de questions dans ce que je viens de me dire. Oui. Là, la première chose, c'est que... Tu parles vite, moi aussi je pense vite. Ben, je vais faire comme mon ami Jean-Claude Lard, il a dit, Michel, il y a des silences qui payent. OK, je parle pas pendant une minute. Ce que je veux dire, c'est qu'il m'a appris, lui, il a raison. Parce que mon volume est très grand. Moi, je reçois des informations à vitesse de la lumière dans ma tête. Mon travail, c'est d'être capable d'y aller relax, et même si ça rentre avec un faisceau gros comme ça, que je dois l'ajouter comme un rayon laser et parler doucement pour que les gens me comprennent et m'entendent, pas juste m'entendre. Je comprends. Alors, je vais parler plus tranquillement, puis c'est là que je vais plus avoir la captation de l'audience. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Mais dans mon livre, c'est le contraire. La parole est d'or, puis le silence est d'argent. Parce que c'est dans la parole qu'on va arracher les vers du nez aux forces éthériques en haut. C'est pas dans le silence. Bernard disait toujours en conférence que c'est quand il parlait qu'il apprenait. Et voilà. Donc, moi, si on revient à la question, on va fermer l'application. La drogue. Ouais. Qu'est-ce qu'une drogue? Une drogue, un narcotique, OK? Quelque chose qui va être un hallucinogène, va faire simplement qu'il va induire une condition altérée de la perception de la personne. Donc, la personne, elle a 5 sens, et là, elle va être capable, peut-être, il y a des drogues en anglais qu'on dit des enhancers. Ça veut dire que ça va augmenter la perception. Il y a des gens qui font le buffo, le crapaud, là, en Australie. Il y a des gens qui font le sapito, les champignons, là, magiques, là, en Amérique du Sud, là. Ayahuasca. Oui. Mais, ce que je veux dire, c'est que, à part le LSD, puis les magic mushrooms, là, les champignons magiques, là, toutes les autres drogues là, vont tuer les cellules qui ne se reproduisent pas dans le cerveau. Donc, si tu prends de la drogue 50 fois, ben, tes 50 fois, tu as fait un petit prélèvement dans ton compte de banque, puis il n'y a pas d'intérêt dans le compte de banque, fait que ton capital, il baisse. Fait que si tu fais ça pendant 50 ans, un jour, tu n'es plus intelligent pantoute, parce que la drogue va créer des trous dans ta coque astrale, permettre donc la télépsychie, c'est-à-dire l'interférence par une entité dans l'astral de rentrer dans ton mental à cause qu'il y a des trous dans ta coque astrale, et c'est beaucoup plus facile pour eux autres de venir t'interpénétrer. Donc, il y a des gens qui vont faire des highs, puis après ça, ils vont faire des downs incroyables. C'est super négatif. Si tu es dans un état mental de connexion avec le centre de l'univers, il y a une espèce de félicité qui va t'habiter. Si tu es dans félicité en espagnol, feliz, F-E-L-I-Z, si ça t'habite, tu vas dans un rayonnement, dans une joie, tu n'as pas besoin de drogue. Puis en plus, ils disent que les gens qui sont un petit peu comme moi, qui sont un peu connectés, là, ben les drogues, ils n'ont pas d'effet sur eux autres. Parce que je suis déjà dans un état high naturel. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que je sais que je pourrais m'intoxiquer. Si j'ai déjà pris, moi, du vin avec une machine, ça s'appelle un Puron, puis tu prends le vin, là, puis il y a comme un décanteur, puis le taux d'absorption est incroyable. Et c'est la seule fois de ma vie, en 96, j'étais à San Diego, dans le Gas Bar District. Je me tenais après la table pour pas que
je tombe à terre parce que là, ça bougeait là, comme j'étais au Parc Belmont ou à la Ronde. C'était comme malade. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et j'ai plus jamais que je prendrais cette affaire-là qu'ils m'ont fait prendre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que les drogues, les gens, pourquoi ils prennent des drogues? Parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils veulent essayer des choses, parce qu'ils sont expérimentaux, parce que tu veux essayer quelque chose, tu veux avoir du fun, tu veux triper, tu veux avoir un high. C'est tous des effets alternatifs à nier la réalité. Si tu es dans la réalité puis c'est comme ça, là, vis pas quelque chose d'alternatif qui va te couper de la réalité puis qui va faire que tu vas vivre quelque chose qui, à l'extérieur, a l'air d'être quelque chose, mais dans le fond, réellement, c'est une contamination de ton corps puis c'est un empêchement de connecter avec ta source. Le LSD puis les champions magiques, c'est une autre affaire. Je sais même pas, je vais essayer un jour, peut-être. Mais ça, c'est expérimental. Puis moi, je suis pas un gars expérimental. Moi, je suis un gars qui va vivre, puis qui va explorer la vie, puis qui va être créatif dans ce qu'il va faire. Alors, ta première question, c'était les drogues. Est-ce que tu penses que c'est bon? Moi, je vais dire, je pense que c'est pas bon. C'est mon opinion personnelle. Ceux qui veulent en prendre, ils en prennent. Mais je vois les effets dévastateurs que ça fait. Puis, dans le fond, même si, exemple, le cannabis vient d'être légalisé, moi, j'en prends pas plus. Mais avant, c'était illégal, j'en prenais pas. J'en prendrais pas. Mais il y en a qui, il y a des gradations, puis c'est pas la fin du monde dans un sens. Si c'est légalisé, ça veut dire que ça cause pas un tort. Ce qui cause un tort, c'est peut-être de donner accès à des gens qui n'avaient pas accès à ça plus. Ouais. Et sans passer par des chemins. Ils vont dans les écoles avec des enfants de 10 ans en 6e année. Ils montrent toutes les drogues. Pas juste le cannabis, là, pour faire de la formation. Il y a des gens dans ces cours-là qui sont en contact avec quelque chose qui n'aurait pas été en contact s'ils n'étaient pas venus montrer ça, et ils tombent dans les drogues. Mais par contre, il y en a d'autres que tu vas sauver la vie parce que les autres, ils auraient touché, mais ils ne toucheront pas. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? On fait notre possible pour éduquer les gens, mais c'est sûr qu'en général, les drogues, ça manipule les gens. Il y a une affaire d'argent, il y a une affaire de sexe, il y a une affaire d'émotion, il y a une affaire de contrôle. C'est de la domination. Tu as dit le mot sexe, les états altérés de conscience, on parle de sexe aussi. Oui. Le sexe est une force. C'est quelque chose qu'on peut être manipulé par si on est trop soumis à une force qui nous contrôle. Donc, c'est sûr que dans la vie, il faut avoir la modération, oui. Il faut avoir de l'expansion quand c'est le temps. Puis, il faut vivre des choses qui vont être créatives. Alors, il y a des choses qui sont totalement... Dans ce monde-là, il y a toutes sortes de choses, de perversions, de choses. Mais il y a des gens qui peuvent vivre une espèce de sexualité sacrée, mystique, et que c'est très beau comme acte de deux âmes... Pense à ça, Richard. Deux âmes qui essaient d'occuper le même espace et qui sont limitées par leur corps physique. C'est ça, faire l'amour avec quelqu'un. En Orient, ils appellent ça le Mayituna, c'est-à-dire la fusion des deux corps dans la même énergie. Oui. C'est quelque chose qui est essayé d'être fait. C'est un désir de l'ego. Réellement, quand ça se fait, tu as deux personnes qui sont intriquement reliées, fusionnées, et qui ne deviennent qu'une seule entité. C'est toi, moi, nous, mais il n'y a plus de toi et moi quand tu es dans le nous des deux, quand tu es vraiment uni avec quelqu'un. Alors, moi, je souhaite ça à tout le monde. J'ai déjà connu ça dans ma vie. Je vais reconnaître ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas pour tout le monde parce que la plupart des gens sont expérimentales, sont karmiques. Il y a le karma des nations, il y a des karmas individuels. Et comme les gens ont des expériences négatives au cours de leur vie antérieure qui viennent meurtrir leur âme, il y a des gens qui sont marqués puis il y a des gens qui sont meurtris. Quelle est la différence entre les deux? Tu peux être marqué, ça laisse une trace, mais ça laisse pas de séquelles. Tu es meurtri, il y a des séquelles. Donc, il y a des gens qui vont en psychothérapie, il y a des gens qui ont des comportements déviants parce qu'ils ont vécu des choses. Exemple, une fille qui se fait violer, il arrive plein de choses de négatifs, là. Puis sur la Terre, mondialement, il y en a beaucoup. Tu sais, on parle des pédophiles, on parle de plein de choses de même. Il y a plein de gens qui ont des expériences négatives parce que il y a des énergies qui prennent le contrôle des gens. Il y a une cause là, contre Weinstein, là, le gars là, à Hollywood. Ça a pris je sais pas combien de personnes qui passent sous son couteau dans son lit pour qu'à un moment donné, il y en a qui se plaignent et qui disent « Hey, ça se peut pas. » Bill Cosby est actuellement en prison, un de mes acteurs préférés. Là, il pèse 300 livres puis il est aveugle. Puis qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Je comprends pas. Il était super populaire. Il aurait été n'importe où en disant « Hey, je pourrais-tu m'envoyer en l'air avec quelqu'un? » Il y aurait eu 10 femmes qui auraient dit oui. Non, il est obligé de droguer les filles. Puis là, il y en a qui se plaignent. Puis après ça, ils disent que c'est comme un viol tacite. Puis là, lui, il se retrouve en prison. Il y a des gens qui sont déviants, qui sont contrôlés par des énergies, et ce n'est pas la créativité qui s'exprime, c'est le mal cosmique qui passe par des choses. Le sexe, la gourmandise, la nourriture. Et moi, les péchés capitaux. Hein? Oui. Moi, j'ai 30 livres à perdre, là. Je me fais
attrapé surtout par là, parce qu'à un moment donné, moi, dans mon mal-être pendant 4 ans, de 2015 à 2019, j'étais tellement mal que je regardais plus qu'est-ce que je mangeais pour compenser, puis je me disais, de toute façon, je vais probablement mourir bientôt, fait que je peux intéresser, fait que c'est pas si grave que ça. Il a dit 30 livres, hein, Marc, tu l'as entendu? Oui. 30 livres. Oui. Combien il y a de volumes grand format? Il y en a 8. Combien de petits formats? 22. 22 plus 8? Ça fait 30. Livres là, les 30 Bravo. livres? Les 30 livres sont là. Bravo. Il y en a une qui est peut-être une question. Je me l'excuse, celle-là, là, c'est Non, du c'est bon. chagrin, qu'est-ce que tu veux. Mais des fois, avec Bernard, je me lâchais, des fois, Oui. dans cette nature-là. Ben Je oui, vais- alors, Marc, je- je te passe la caméra, tu as une intervention, attention. Ah, tu as une intervention, vas-y. Oui. Elle n'est pas chirurgicale, vas-y. Il y a 2 questions dans ma question. La première question, c'est un fait, il y a des termes qui sont utilisés dépendamment des religions, des écoles, je vais appeler ça comme Oui. ça, dont un mot qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle le paraclet. Le paraclet. Ça va? OK. Donc, Je sais à peu près c'est quoi, mais avant d'en parler, il faut que tu m'expliques, toi, ça veut dire quoi pour toi? ça, Le retour du Christ? ça, c'est pas fair, ça. Pourquoi? Donc, dans ma tête à moi, ça ressemble plus à ce dont on discute depuis un bout de temps, à savoir, c'est une... Le mot est pas assez pesant, mais c'est une prise de conscience. On devient soudainement, je veux dire soudainement conscient. Il y a certainement d'autres mots que tu as là pour expliquer ce dont je parle. Donc, on a utilisé les mots illumination, par exemple. On a utilisé des mots comme mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme autre mot pour essayer de préciser ce mot-là, paraclet. Même Richard pourrait m'aider là-dessus, à condition que tu me reviennes tout de suite, parce que j'ai pas posé ma question encore. OK. Richard, qu'est-ce que toi, tu voudrais dire par Tourne le la mot caméra paraclet? vers moi, là. Je te retourne Oui, ça. parce que c'est très Si tu important. parles du paraclet, explique-moi c'est quoi ton mot, puis moi, Bon. je vais t'en parler là-dessus. Alors, si on dit en latin, parakletos, ça veut dire l'avocat de la vérité. Dans un procès, tu as la couronne, puis tu as la défense. Et le paraclet, c'est celui qui, entre les deux, vient dire, lui vient de vous mentir, lui, il a dit la vérité. Présentement, c'est lui qui ment et c'est l'autre qui dit la vérité. Le paraclet, c'est l'esprit de vérité, celui qui tranche. Et c'est au juge de décider, sachant maintenant les faits tels qu'ils sont, pas émotivement, pas trafiqués de manière culturelle ou autre. On dit, donne-moi les faits c'est ça. Le paraclet, c'est l'esprit de vérité. Parfait. Alors, on revient à Marc. Question? Je suis content qu'ils le disent comme ça, parce que quand on essaie, en tout cas moi personnellement, j'essaie de devenir un homme juste. Ce qui implique automatiquement que l'homme juste ne porte pas de jugement. Tu n'es pas un homme juste. Tu essaies de devenir un homme J'essaie de juste. devenir un homme juste et surtout d'arrêter de juger. L'idée d'avoir un paraclet, donc un espèce de juge de service, c'est commode. Tu te gardes, je ne m'en mêle pas, oui, j'ai mes remarques, etc., mais je ne jugerai pas ni une action, ni un individu, ni la couleur de ta chemise. Si un paraclet s'organisera. Mais on Tu parle n'aimes de... pas la couleur de ma C'est chemise? magnifique, on a la Merci. même couleur que je suis mal placé pour te contredire. Et on parle dans le Nouveau Testament chrétien catholique, on parle de la descente du paraclet, c'est la tête des 12 apôtres qui étaient des gens mitigés, pognés, peureux à ce moment-là, ça allait mal à la chope, tout à coup, bon, il y a la langue de feu qui descend. Et pour moi, le paraclet, c'est plus qu'un juge. Ça va au-delà d'eux. Ah non, le paraclet ne juge pas. Il est un avocat arbitre entre deux. Mais ça, c'est dans la Il dit tradition. au juge de juger. Oui, mais ça, c'est dans ta tradition antérieure, quand il y avait un juge, puis il y avait un jugement, puis il y avait le juge, puis il y avait le paraclet qui disait, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Ouais. Lui, il parle, le paraclet dans le Testament, l'Ancien Testament, c'est la descente de langue de feu, c'est c'est celui qui t'ouvre l'esprit. Le règne de la justice. Bon, j'aime ça. Non, mais j'aime ça. Il t'ouvre l'esprit qui te permet de comprendre maintenant la réalité. Oui. Dès que tu deviens intelligent. Oui. Oui. Okay. Super même intelligent. Super intelligent. Alors, la question? Première partie de ma question, c'était d'identifier ce que c'est le paraclet. La deuxième, c'est comment valider ce paraclet-là? Comment valider une énergie d'intelligence qui descend sur nous pour correspondre à, comment je pourrais dire, correspondre à nos valeurs primordiales, je vais dire spirituelles. J'utilise pas beaucoup de mots, là. Oui. Bon, c'est pas mon département. Mais
j'ai mes valeurs à moi, puis j'y tiens. C'est pas juste des valeurs humaines. Donc, comment valider? Parce que tu sais, quand tu as parlé de drogue, l'histoire des drogues, c'est facile. Quand on est moindrement connecté, on peut avoir, excusez-moi, on peut avoir, comment je pourrais dire ça? Parce que tu as dit, quelqu'un qui prend une drogue et qui est connecté en haut, il n'aurait même pas le goût de prendre une drogue. Mais s'il en prend pareil, c'est sûr qu'il va avoir un effet secondaire, un gros effet secondaire, qui va te décourager la vie de toucher à cette drogue-là. Et là, je le comprends très bien. Mais il y a aussi d'autres formes, je vais utiliser le mot drogue pareil, appelle-les identité, appelle-les entité, appelle-les énergie qui pourrait descendre. Comment la valider correctement pour soi-même? Parfait. Là, il faut vous laisser au moins 20 minutes pour répondre à ça, là, parce que là, j'ai ça dans ma tête. Là. Il ne faut pas me couper parce que là, il faut que je sois aligné. Là. Oui. Bon, la première affaire, c'est qu'est-ce que le paraclet? OK? Bon, le paraclet, dans mon esprit à moi, c'est le fait justement d'utiliser le pouvoir d'interception et de se connecter à la source. Quand tu te connectes à la source, tu deviens la source. La source descend en toi, tu deviens lumière. Tu deviens lumière, tes compréhensions. Tu es compréhension, tu comprends tout. Tu comprends dans l'ordre de réception des événements. Tu comprends que ça va là, ça va là. Et tu comprends pourquoi lui en fait pas, etc. Maintenant, tu dis comment valider le tout. Quand tu as le paraclet, il n'y a rien qui se valide. Le paraclet n'a pas à se valider, il est. Point final. Il n'y a aucune réflexion extérieure. Si tu reflètes à l'extérieur pour dire est-ce que ça concorde avec mes valeurs que je vais être obligé de lâcher parce que maintenant la lumière elle rentre, quand la lumière elle rentre, le reste qui n'est pas de la lumière, ça sort. OK? Le paraclet, c'est quoi? Je vais aller plus loin. Le paraclet, ça a rapport avec Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire quoi? Ça veut dire le roi de la justice. Le roi de la justice, les Melchisédek sont un ordre, un peu avec l'arbre séphirotique, là, d'entités, d'êtres cosmiques qui sont dans le monde éthérique et que le monde éthérique est à peu près pas peuplé. Leur but, eux autres, c'est qu'un jour, il y a des êtres de la Terre qui connectent avec leur double éthérique, qui deviennent des êtres cosmiques, puis eux autres, quand ils vont aller dans les terres, ils vont permettre aux Melchisédek de continuer à évoluer, parce que là, ils sont limités dans leur perfection. Il faut absolument qu'il y ait une intrication entre en haut et en bas. OK? Si on regarde ça d'un point de vue occulte, le paraclet, c'est la descente de la lumière sur la terre. On a des exemples, les langues de feu qui ont descendu, exemple dans les apôtres, si on veut être un peu religieux. Moi, personnellement, je ne suis pas religieux pantoute. J'ai été baptisé, je suis catholique, sauf que je ne vais pas à messe, je ne suis pas pratiquant, mais je suis beaucoup plus que ça. Moi, je ne suis pas un croyant, je suis un sachant. Comme Sacha Guitry. Je suis un sachant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des affaires que je sais, j'y crois pas. S'il faut que je croie à quelque chose, je suis pas prêt à donner de la valeur à quelque chose que je peux pas vérifier. Ça marche pas avec moi, ça. Donc, moi, à ce moment-là, je vais dire ça, je le sais, ça, je le sais pas. Si je ne sais pas quelque chose, j'en parle pas. Je risque de me tromper, je risque d'induire les autres en erreur. Dans mon livre, il y a 2400 pages. Qu'est-ce qui est ésotérique au bout? C'est l'Atlantide. Dans mon livre, il y a 0 information sur l'Atlantide. J'essaye, je suis pas capable de rentrer dans la mémoire où l'information sur l'Atlantide existe. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'en dirais trop, puis que ça créerait des formes, alors j'en parle pas. OK? Moi, je marche comme ça. Là, je peux dire que on parle des religions. Les religions ont tous un peu leur avènement de paraclet dans leur tradition. Tout le monde attend la venue du Christ, la deuxième venue du Christ, la parousie, la Jérusalem céleste, le paraclet, le Melchisédek qui est le roi de la justice, qui est quelqu'un qui va arriver, qui va afficher tout, il va arborer tous les principes d'une personne qui n'essaye pas d'être juste, mais qui est juste. Mais c'est sûr qu'on est humain, puis on passe par un enseignement, une expérience, un apprentissage, puis un jour, on est détimé dans nos affaires, fait que là, on n'est plus si juste que ça. On est comme un piano désaccordé. Et le but, c'est de dire, je peux-tu m'auto-accorder pour que mon piano, quand on joue, puis c'est Chopin qui le joue, ben ça va être merveilleux, parce que ça va être de la belle musique, puis ça va être une mélodie, ça ne sera pas une cacophonie. C'est ça qu'on veut sur la Terre, tout le monde, là. Puis tout le monde est rendu là, puis tout le monde dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui se passe, puis y a-t-il quelqu'un qui ne sera pas sujet au régime de la conspiration, des complots, de la manipulation, puis les pots de vin, puis les enveloppes, puis toute la patente. Parce que, à tous les fois que quelqu'un est au sommet et à la top, donc, d'un contrôle quelconque, il en profite. Il y a un ego, puis il en profite. Tu sais, moi je disais, on a beau comparer, on ne fait pas de médisance, on ne parle pas contre les personnes. Mais il y a un de mes amis qui m'a dit, Michel, est-ce que tu sais qu'à Cuba, ça coûte $1 milliard le système de santé, puis ils ont un bon système de santé. On est la même population, nous autres, c'est 55 milliards. Il y a une petite différence.
Il y a peut-être des choses qui sont pas faites de la bonne façon. Après ça, on écoute les nouvelles, puis on trouve qu'il y a un container avec je sais pas combien de marchettes qui sont là, qui ont été achetées, qui ont été dompées là, puis il y a des masses de chirurgiens à je sais pas combien de masses, mais il y en a 18 000 dans la boîte. Puis après ça, on dit, on va les prendre, puis on va les donner, exemple, dans un pays pauvre, où on va les vendre pas cher. Il y a peut-être quelqu'un qui a passé sur le piton, puis qui a commandé trop de masques ou trop de marchettes. Puis il y a une compagnie qui a vendu plein de marchettes, puis qui a donné des gros bonus à tout le monde, parce qu'ils ont eu des marchettes. Tu sais? Alors, quand tu regardes tout ça, tu dis, quand il y a un système, il y a des abus sur le système. Quand il y a des abus, les gens sont désabusés, puis là, les gens sont pas d'accord à se faire marcher dessus. Mais là, on peut pas rien faire, on est obligé de tolérer tout ça, puis on est obligé d'attendre que ça s'auto-corrige. Mais dans la vie, la nature, il y a toujours une correction de tout. S'il y a quelque chose qui est trop déviant d'un bord, à un moment donné, ça se corrige. Si un jour, là, tu as trop de caribou, ben là, il n'y a plus de loup. Puis un jour, là, s'il y a trop de loup, ben, il n'y a plus de caribou. Ça marche de même en biologie, pas compliqué. Puis quand il y en a trop, là, il y a un cours d'eau qui déborde une année, puis il y a 10 000 caribous qui passent à la même place, ils se noient tous. Là, il n'y a plus de caribous. Tu comprends? Tiens, Marc Lapierre, il parlait exactement de ça dans une des émissions il n'y a pas longtemps. Tu voulais nous parler de la 4 heures Terre? ou 4 ans? Ah oui, bon. Peut-être 4 Il y avait ans. ça, là. Bon. Là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, on va y aller progressivement. Ça, c'est très intéressant parce que probablement, c'est une photo de la Terre. Puis là, si vous voyez, là, la Terre, elle tourne dans ma main. Mais pourtant, qu'est-ce qui tourne pas? L'enveloppe autour. On parle beaucoup dans les fins de cycle. Je vais vous parler, moi, de la fin de cycle. J'ai écouté une émission de quelqu'un qui disait ceci, et c'est très intelligent. Saviez-vous que tout le monde prédit qu'éventuellement, peut-être, on va avoir l'inversion des pôles? Si on a l'inversion des pôles, qu'est-ce qui va arriver? Ben, exemple, la Terre va basculer de même. Regardez cette Terre-ci, qu'est-ce qui arrive si je la bascule? Si c'était, exemple, une orange, la pleure va accompagner l'orange. Ici, si tu tournes ça ici, qu'est-ce qui se passe? La Terre, ben, là, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est que là, la gaine protectrice, transparente, elle reste là, puis l'intérieur, ça tourne. Faites tourner la Terre, puis il faut que la gaine, elle reste là. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une friction totale. Si la Terre tourne, l'atmosphère terrestre, où il y a les nuages, l'ionosphère, la stratosphère, tout ça fait la biosphère, ça va rester là, puis la Terre va tourner. Qu'est-ce qui va arriver? Les grands vents. Tu penses que une tempête tropicale, c'est grave, là? On parle de vent à 800 000 à l'heure, là. Hey, Ouais. si ça arrive, là, ça va être très difficile de ne pas être affecté au niveau de la Terre parce que, comme l'intérieur va tourner, mais l'extérieur va légèrement tourner, mais va rester là, il va y avoir une friction totale entre le vent, l'air, Les grands vents chauds. ah, c'est incroyable. Donc ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai dit, là, si on fait ça, regarde, tu vois-tu, elle reste sur place, mais ça tourne. Essayez d'imaginer le contraire. L'intérieur tourne, puis la stratosphère reste là. Ouais, ouais, Ça va faire une vrai. friction incroyable, puis là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pensé à ça. D'ailleurs, sur un autre ordre d'idée, je vais vous donner ça. Quand vous avez des films, par exemple, comme Men in Black, OK? Les hommes en noir. Puis le gars, il va dans une machine à remonter le temps. Là, il va en haut de la tour Chrysler, il saute en bas. Puis là, quand il saute en bas, il voit des ptérodactyles, il voit toutes sortes d'époques, il voit les gens pendant, exemple, le crash de 1929 qui se suicident, puis il arrive en bas, puis il est correct. Savez-vous que si vous voyagez dans le temps, vous êtes obligé de voyager dans l'espace? Parce que, regarde, la Terre, elle est ici, le Soleil est là. La Terre, elle se déplace, le Soleil se déplace, la constellation, elle se déplace. Si tu es en 1950, puis tu fais aller, exemple, en 1930, ben, il faut que tu retournes 20 ans en arrière, mais 20 ans en arrière, la Terre est plus ici, elle est là. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le saut quantique, puis tu calcules exactement où était la Terre, sinon tu vas atterrir dans le vide intersidéral. Dans tous les films de science-fiction, il n'y a jamais personne qui a parlé de ça. Moi, j'en parle dans mon livre parce que c'est une évidence même. Puis récemment, j'ai vu un film il y a près de 3 mois, et mon livre a été écrit il y a 7-8 ans, que la personne, elle disait ça, elle dit, parce que là, si on voyage dans l'espace, faut qu'on voyage dans le temps, faut qu'on voyage dans l'espace aussi. Alors, il y a des gens qui ont des visions linéaires, font des projections avec des concepts humains, puis ils disent c'est de même que ça va se passer dans le futur. C'est pas comme ça que ça va se passer. Des intelligences qui sont capables de dématérialiser leur corps, qui viennent ici avec des champs de force, qui vont véhiculer juste leur conscience, leur corps chimique, qui vont passer à travers les trous noirs, qui vont faire une distorsion d'espace-temps. C'est pas les mêmes technologies. Moi, j'ai toujours dit que si on prend la NASA actuelle, puis on envoie une équipe de 5-6 cosmonautes sur Mars, passer la gravité lunaire, ils vont tous mourir. Parce qu'on n'a jamais envoyé quelque chose de vivant passer la gravité lunaire. On a eu le LEM. Quand tu as eu l'émission Apollo qui était là, le LEM fait le tour de la Lune. Mais quand tu es dans le tour de la Lune, même que dans le côté caché, tu es encore sous l'effet de la gravité lunaire, qui est sous l'effet de la gravité terrestre.
Si tu vas un peu plus loin, tu es dans le vide intersidéral, puis là, il y a des lois qui s'appliquent qui sont totalement différentes, qui font en sorte que quand on fait, exemple, une serre hydroponique, on est toujours sur la terre, tu n'as pas besoin de terre, tu donnes des oligo-éléments, tu donnes de l'eau, les tomates vont pousser. Oui, parce qu'on est encore ici. Essaie de faire pousser une tomate sur Mars, tu vas te rendre compte que c'est pas les mêmes lois. Parce que ce qui fait partie de ce qui allume la Terre, ce qui la rend vivante, on reçoit des effluves d'énergie du centre de l'univers, puis de Halcyon, qui est notre soleil central, qui n'a rien à voir avec le soleil. Et c'est sûr et certain que si on prend un humain et on l'envoie à l'extérieur de la gravité terrestre et de la gravité lunaire, on tombe dans le vide intersidéral, puis c'est pas juste de l'ostéosporose que les gens vont avoir, ça va être d'autres choses. Moi, je suis sûr que la première mission, s'ils font une mission basée sur une navette spatiale avec des sous traditionnels, ils vont se rendre compte qu'il y a des lois qui n'ont pas pris en considération puis que l'équipage va avoir des gros problèmes de santé. Donc, moi, j'ai dit qu'ils vont développer ce qu'on appelle le scorbut de l'espace. Moi, je parle, je pose la question, puis j'ai des informations, puis je livre mes observations dans mon livre. S'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, tant mieux. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est correct. Je suis pas un gars imaginatif, je suis un gars créatif qui essaie de comprendre la vie dans tous ses angles. Qu'est-ce que tu penses d'Internet, où il y a des gens qui racontent avoir travaillé sur la Lune, ou travaillé sur Mars, ou etc., Total Recall, là, qui disent que, tu sais, tu parlais des Men in Black, là, il n'y a pas si longtemps, là. Oui. Andy Kramer, là, entre autres. Là. Puis les Men in Black, là, il y a un petit bidule, là, qui leur envoie... ils viennent de perdre la mémoire de tout ce qu'ils avaient accumulé. Tu as vu ça, sans doute? Alors, moi, je vais dire, je pense pas, un peu comme Bernard, dans le sens que, quand je dis je pense pas, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'activité cérébrale dans ma tête. Je veux dire que je donne pas de valeur à une information que je suis pas capable de contrôler. Puis si je vais, comme disait Bernard, je rentre en dedans, puis je parle à mon double éthérique, je dis, bon, c'est quoi la game avec Gary Good ou avec le gars qui t'a dit, là? C'est Kramer, puis c'est quoi la patente, là? Ça va dire, des fois, c'est pas le temps, je veux pas te le dire, ou arrache-moi un verre du nez, mais je te le dirai pas, ou ça fait partie de la manipulation astrale, parce que non, c'est pas arrivé. Écoute, nous autres, les humains, si on est en alliance avec des forces extraterrestres qui, eux autres, manipulent l'énergie comme ça, eux autres peuvent prendre un humain puis faire ce qui est nécessaire pour l'envoyer sur la Lune, le derrière de la Lune, sur Mars, sur d'autres planètes. Il y a des milliards de planètes, il y a des milliards de soleils dans l'univers. C'est bien évident qu'il y a des êtres qui ont été créés avant nous autres, qui ont peut-être des âmes, peut-être pas si des âmes que ça, puis ils ont peut-être des corps psychiques, chimiques, puis ils ont peut-être comme des âmes complémentaires ou des âmes civiques entre eux autres. Ça, c'est une autre question. Bernard disait que nous autres, on est le seul planète expérimentale où c'est la première fois qu'on va vivre le principe de l'amour cosmique dans une entité de carbone qui est nous autres, avec le principe de la volonté et avec le principe de l'intelligence. Quand on va réunir ça ensemble, on va devenir des êtres de dimension cosmique, puis on va pouvoir travailler avec, pas juste des extraterrestres très évolués, avec les Melchisédek qui attendent que nous autres, on atteigne un certain seuil, qui vont pouvoir continuer dans leur évolution, puis il y a un échange nécessaire qui devrait être fait entre ça. Mais ça, c'est pour dans longtemps. Mais moi, quand j'entends des informations sur Ashtar Command, puis plein d'affaires de même, puis je vois des vidéos de les Vénusiens avec des grands cheveux blonds, avec des fusils de chaque bord, il y a le monsieur Vénusien avec la madame Vénusien, puis il y a une soucoupe volante métallique. Ça, c'est une projection humaine. Moi, c'est pas ça que j'ai eu dans mes rencontres du 4e cycle. C'est une autre affaire. C'est un échange avec des consciences lumière. Ça, c'est les mots que je peux utiliser. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, il y a peut-être des gens qui tombent sous la manipulation de ça, puis que peut-être qu'il y a des gens qui ont des expériences réelles, mais que ça a à voir avec des projecteurs d'une autre dimension qui est dans l'astral, par d'autres entités qui ont des technologies que nous autres, on ne contrôle pas, puis ils sont sûrs, regarde, aujourd'hui, quelqu'un veut faire un hologramme, tu as des caméras que tu peux être ici, puis tu peux être dans l'autre pièce en même temps, puis je vais te voir comme si tu étais là. C'est juste que, je vais dire, crime, il n'est pas là parce qu'il est à l'autre place. Alors, si nous autres, on a des technologies comme ça, imagine ceux qui ont 100 000 ans, 1 million d'années d'avance sur nous autres. Il y a des technologies qui existent qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on est capable de comprendre. Donc moi, quand je regarde tout ça, j'ai des réserves, j'ai du discernement, puis je m'occupe de mes patates. Ça veut dire c'est quoi ça? Ça veut dire que sur une base quotidienne, je fais des choses, je fais de l'exercice, je fais mes commissions, je vais à la banque, je rencontre du monde, je prends des cafés, puis là j'essaie de faire du développement de mon livre pour que si un jour les gens ont la capacité d'avoir le pouvoir d'interception, puis que la langue de feu descend à eux autres, puis que quand ça descend dans eux autres, ils sont de la lumière, ils sont connectés, puis que ça reconfigure leur intérieur, que ça leur fait lâcher des anciennes valeurs qui étaient mordicus parce que ça fait partie de son éducation, sa tradition, etc. La pire affaire qu'il peut avoir pour quelqu'un, c'est une tradition. C'est de valeur. La tradition, c'est ça qui nous met au monde, puis c'est ça qui fait qu'on est rendu ici, parce qu'il y a une tradition, qu'il y a une continuité. La capacité de quelqu'un, c'est d'utiliser la mémoire pour s'élever au-dessus
de la matière, parce que la mémoire, elle permet d'accumuler et de comprendre des lois et de développer des sciences. Puis après ça, faut laisser aller la mémoire, puis aller dans le no man's land. C'est comme le dernier film de Frozen 2, ça dit ici, veux-tu me suivre dans un monde inconnu? Ben, il faut être capable de dire, je fais un leap of faith, je fais un acte de foi totale, mais pas la foi religieuse, là. La foi, c'est le savoir instantané que ça, c'est ça qui a été fait. Je vais faire ce qui est nécessaire, puis en faisant ça, ça va m'amener là où j'ai à être. Et je vais vivre ce que j'ai à vivre, que je ne sais pas, qui fait même pas partie ni du futur, ni de l'avenir. Ça fait partie d'une probabilité et d'une possibilité qui va se matérialiser quand moi, je vais observer le paramètre qui va faire que le choix va se faire. Quand ça va se passer, ça, c'est de la physique quantique. Dans le futur, tu peux impacter le futur pour corriger le passé. Un jour, la race adamique, elle va être recréée. Pourquoi? Parce que Adam, il ne mangera pas l'arbre de la connaissance, il va manger de l'arbre de vie. Puis dans le futur, on va être capable de corriger l'erreur du passé. Puis ça va corriger les âmes, puis l'orientation de l'âme par rapport avec la connexion avec le centre de l'univers. Puis il y a une nouvelle race adamique qui va être créée. Puis à ce moment-là, il va y avoir des enfants, puis ça ne sera pas Adam en premier puis Ève en deuxième. Ça va être Ève en premier puis Adam en deuxième parce qu'il faut corriger le tir. C'est pas fou, ça. C'est spécial, hein, Marc? C'est pas faux. Je savais que tu m'aimerais. Quoi? Je savais que tu m'aimerais, je vais te convaincre. Je vais faire pire que ça. Check pas bien. Donc, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le... Le paraclet. Non. Oh, il a répondu, lui, parfait. C'est l'entité qui est devant moi, puis là, c'est toi qui es devant moi. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Je vais poser ma question classique, puis elle connaît, puis je le sais qu'il y en a qui ne l'acceptent pas, puis là, je ne sais pas ce que j'ai dans la tête, mais j'aurais dit les gens intelligents vont l'accepter, mais là, c'est trop facile de dire ça. Toi, comme homme, comme entité humaine actuellement, est-ce que tu es serein? Personnellement, actuellement, après 5 ans de travail et de bataille contre les forces négatives de l'univers, là, t'as vu le film Hellboy, là? Ben, j'en avais 3 moi autour de moi, là, puis Alien, là, j'en avais 4-5 autour de moi pendant 5 ans. J'ai réussi à dire que j'ai fini mon initiation solaire. Donc, il y a 3 mois. Donc, l'énergie est descendue. Je suis personnellement très, très, très serein. Bravo. Et là, je peux radier cette sérénité à d'autres personnes pour les contaminer positivement. Bravo. Il y a un 2. Puis pendant que je te parle, c'est sûr que les engrenages fonctionnent pour essayer de m'exprimer correctement, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai pas la qualité que tu as, fait que il faut que vous réfléchissiez. On parle, on discute. Là, je vais te poser une question, puis il y en a qui vont peut-être rire de moi, puis ils riront. Ça ne me dérange pas. D'après toi, qu'est-ce que l'humanité doit faire pour sauver la beauté du monde? Oh boy. C'est parce que c'est une question piège, parce que c'est une raison, J'ai pas d'arrière-pensée. C'est une question insoluble, puis je vais t'expliquer pourquoi. L'humanité ne peut pas sauver la beauté du monde pour la simple raison que l'humanité n'est pas rendue là, et comme elle a un karma collectif, l'humanité est nécessairement obligée de vivre son karma collectif. En vivant le karma collectif, ça va détruire la beauté du monde, mais, comme le phénix renaît de ses cendres, avant que l'humanité en anglais desecrated, là, se massacre au complet, il va y avoir des gens qui vont poindre à l'horizon, un peu comme moi, comme Richard, comme toi, qui vont réussir à harnasser des forces de vie, comme Prométhée a réussi à descendre le feu du ciel et le transférer à d'autres. Et quand certaines personnes auront ce feu sacré-là intérieur et qu'ils seront inaltérables comme des rocs de Gibraltar, il pourra avoir ce qu'on appelle la fin d'un monde et non pas la fin du monde. Et là, le karma collectif va se vivre et ceux qui vont rester vont être ceux qui vont être les porteurs de lumière, qui vont rebâtir une nouvelle société en très peu de temps parce qu'on va avoir des alliances avec des intelligences qui viennent de d'autres dimensions pour nous aider parce qu'on va avoir besoin d'aide. Si je suis ça, puis après ça, je te laisse la parole. Oui. Je suis exactement ce que tu viens de dire. Si on admet qu'on a été, puis les gens vont le savoir, c'est un peu mon dada, je l'avoue, que l'humanité, si on se base même sur Darwin, il y a quand même du bon là-dedans, le gros avantage de l'humain, c'est d'avoir sous son cortex le fameux striatum qui... La résilience. Hein? La résilience? Ah non,
Ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par résilient, mais ce fameux striatum-là, qui est un générateur de dopamine, est responsable de notre évolution et de notre adaptation sur tout, ce qui fait que l'humanité est devenue la bébête qui contrôle la planète Terre pour le moment. Au niveau physique, je parle toujours. Avec tout ce que ça peut comporter. Ce fameux striatum-là, par exemple, va te donner de la dopamine quand tu manges, ce qui fait que tu n'oublieras pas de manger, tu vas chasser, tu vas chercher de la nourriture. C'est ta survie. Donc, grâce au striatum, tu survis, tu t'adaptes. Même chose pour le sexe, pour se reproduire. Même chose pour connaître son environnement. Même chose pour se faire des réseaux de contacts entre humains, ce qui fait qu'on ait plusieurs intelligences pour apprendre à chasser en groupe, organiser des structures, organiser des sociétés. On pourrait parler longtemps comme ça. Alors, ce fichu striatum-là, il y a un problème. Puis, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Le bug de l'humanité ou de l'humain ». On a rendu que le fichu de striatum, maintenant qu'on a résolu, par exemple, nos besoins en sexe, nos besoins en bouffe, etc., on continue comme un rat qui pèse sur une pédale, puis il y a un petit bonbon qui descend. Ah, c'est le fun, commence à comprendre, il pèse sa pédale. À la fin, frénétiquement, il pèse sur la pédale, il engraisse. Le sexe, maintenant, on l'a sur Internet tout partout. Ce fameux striatum-là, ça c'est physique, c'est carrément biochimique, est en train de nous forcer à nous autodétruire. C'est ce qu'on est en train, je pense, de faire. Bon. N'importe quel esprit le moindrement éduqué va dire, ben écoute, on est prêt avec le striatum, comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça avec des drogues, des médicaments, je ne sais trop quoi. Et à date, la solution la plus plausible serait, par exemple, d'éduquer le cortex afin que le striatum avec sa dopamine ne contrôle plus le cortex, mais le contraire. Comment, maintenant qu'on le connaît, quand on connaît quelque chose, on peut trouver des façons de le maîtriser, de le contrôler, de lui mettre des limites. Et c'est toujours biochimique, cette histoire-là. D'accord? Donc, la question? Donc, la question, si on admet ce que je viens de dire, si on admet, comment, dans un court temps, et qui aurait la capacité de renverser cette situation-là? Plutôt que de laisser mourir cycliquement quelque chose qui va revenir plus tard, puis le temps, on s'en fout, etc. Pendant ce temps-là, nous, les bébêtes humaines, on est pognés dans ce système-là avec une vie relativement courte, et c'est un peu normal, une fois qu'on en est un peu conscient, de poser la question, est-ce qu'il y a une façon, et est-ce que ça va se faire? Parce que je pense que l'humain a une valeur telle que ça vaut la peine de tenter de le sauver, entre guillemets. Donc, par qui et comment? C'est très facile à répondre. Go! C'est une évidence. Vas-y. Tout est une question de volonté. Avec la volonté, une personne qui est dans sa science de l'énergie en connexion avec le centre de l'univers va être capable facilement de générer un champ de force qui va faire qu'il va avoir le contrôle atomique de ses cellules. Un peu comme Mère qui était avec Aurobindo, OK? Le mental des cellules. Alors, oui, ça se contrôle, oui, ça se fait, puis c'est une évolution adaptative de l'être humain d'être capable, un jour, de prendre tout ce qui fait partie de son gabarit humain qui a été encodé dans ses gènes pour la survie humaine, d'être capable de contrôler ça, outre la simple situation qu'elle se manifeste dans sa vie et que le rat va faire comme ça. Si le rat prend conscience, il a accès à l'esprit. L'esprit est capable de tout contrôler, incluant tout ce qui a été mis dans le corps physique comme valve de sûreté pour la continuation de l'espèce. Si on reste bien basique, là, il y a du monde qui nous écoute, qui nous voit. De dire un jour ce sera ça, ou il faut que, le fameux il faut que. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, là. Oui. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, je sens que ce qu'ils veulent savoir, et la question est, comment je fais ça pour plus sacrer avant de crever? Alors, c'est facile, encore là. Okay. Ça marche. En anglais, il dit trial and error. Il y a des choses que tu fais, ça marche pas, tu souffres. Un jour, le degré de souffrance en toi est tellement élevé qu'à un moment donné, tu mets ton pied à terre, puis là, tu dis, c'est assez. Quand tu dis c'est assez, c'est pas au niveau psychologique. C'est au niveau vibratoire.
c'est pas un désir. C'est la volonté de l'esprit qui contrôle la matière à 100%. Si tu es capable un jour de dématérialiser ton corps parce que tu contrôles le mental des cellules, de tes cellules humaines, tu vas être capable, avant ça, de contrôler simplement ton cerveau pour dire, là, le cerveau, il va pas continuer à émettre telle chose. Il va y avoir des changements physiologiques. Dans mon livre, je parle qu'il va y avoir des changements physiologiques de certaines personnes qui vont atteindre un certain degré d'évolution. La gaine de myéline, elle va être plus épaisse, elle va pouvoir subir plus un transfert d'énergie électrique, parce que c'est ça qui indépendantise donc le transfert d'énergie avec la cellule. Tu as le corps cellulaire, tu as l'axone, tu as le dendrite, tu as une dépolarisation cellulaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu es capable d'avoir une gaine de myéline beaucoup plus épaisse, qu'est-ce qui va arriver? Ton corps, tes réactions dans ton corps vont être beaucoup moins chimiques qu'électriques. Alors, l'électricité humaine va faire que ton corps va marcher, puis ça ne sera pas avec des réflexes, ça ne sera pas avec des points de survie, ça ne sera pas avec la sécrétion de la noradrénaline, puis toutes les affaires, les corticostéroïdes, qui fait que ça, c'est important quand les êtres humains, c'est des Cro-Magnons. Quand ils sont plus intelligents que ça, un jour, ils vont eux-mêmes être capables d'harnasser ce pouvoir-là et de parler à leur corps. Alors, comment ça se fait? C'est une question de volonté. Quand est-ce qu'elle se développe, la volonté? Quand tu n'es plus capable, quand tu en as jusque-là, psychiquement, pas souffrance qui ne fait pas évoluer, là, psychiquement. Donc, à ce moment-là, tu vas être capable de générer des ondes mentales dans ta tête. Tu vas pouvoir même un jour enlever de l'activité des spermatozoïdes. Tu vas être déconnecté, ils n'auront plus le petit moteur, puis là, ben, tu vas pouvoir contrôler la fécondation, puis c'est pas avec la trifacile des pilules, des affaires de même, là. Les pilules, c'est bon. Les affaires électriques, c'est bon. Les puces dans la main, c'est bon, mais c'est pas si bon que ça. Ça, c'est l'astral. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est le karma. Ça, c'est pas quelqu'un qui est dans le feu de son esprit. Dans le feu de ton esprit, tu n'as aucun gugus qui va rentrer dans ton corps, laisse-moi te dire ça, puis c'est toi qui vas tout contrôler, puis un jour, tu vas même contrôler la capacité de ton corps de rayonner avec de l'énergie qui va sortir de toi. Tu vas faire un peu comme du Qigong, hein, les Chinois ils font ça, puis les autres sont là, puis là, ils sont là, puis ils s'ancrent dans la matière, puis ils s'ancrent avec l'énergie solaire, puis ils prennent les deux, puis là, il y en a même qui réussissent à faire avancer des affaires par rapport aux éléments. Mais en passant, moi, j'ai fait un séminaire avec un Chinois qui s'appelle Irima, et le Chinois est super gentil, et il est professeur ceinture noire en karaté, 9e dan, et il dit, regarde, prenez les deux gars, là, essayez donc de me lever. Les deux gars, ils arrivent, ils lèvent. Le gars, il pèse 120 livres, 75 kilos, whatever. Il lève. Il dit, attendez, je vais essayer. Là, il prend, puis il s'ancre dans la terre. Il se connecte à l'énergie théorique. Il dit, essayez. Les deux gars essayent, pas capable de bouger. C'est le même gars, on dirait qu'il pèse 400 livres. Il a doublé son poids, pourquoi? Il s'est lié à l'énergie tellurique de la Terre, et là, il fait un avec la Terre. Le quickening dans Highlander, même affaire. OK? Si tu es capable de faire ça, puis tu es capable de faire ça, quand tu te connectes, toi, dans toi, tu as un rayonnement, ça fait le 8 de l'infini, et là, tu prends le pouvoir du soleil, tu prends le pouvoir de la Terre, et tu le contiens. Un peu comme les gardiens de l'univers, quand tu as la super pierre dans ta main, là, puis que tu as les pouvoirs de l'énergie en toi. Je vais vous conter une affaire. Ça, c'est une pièce. Ça, ici, c'est de la sunjite, OK? La sunjite, ici, il y avait ça. La sunjite, je vais la mettre ici. Cette sunjite-là, c'était en Ukraine, OK? Tu peux la montrer peut-être à la caméra. Non, c'est bien, continue. C'est bon? Alors, ça, c'est électriquement neutre. Qu'est-ce que ça veut dire, électriquement neutre? C'est du carbone 60. Ça veut dire que c'est comme de l'or, OK? Électriquement neutre, ça veut dire que si tu mets un aimant là-dessus, ça marche pas. Il n'y a pas de résistance. Bon. Alors, moi, j'étais en France avec un de mes amis, j'avais une pierre de sunjite, mais qui était taillée à la forme de la main, avait le ombre d'écrit dedans. À un moment donné, mon ami va le confirmer, je ne sais pas pourquoi, ma main s'est mise comme ça. La pierre est ici, puis la pierre a fait de même, dans ma main. Ça, c'est pas de l'électromagnétisme qui fait ça. C'est une force gravitationnelle. Je ne sais pas qu'est-ce que mon corps a émis pendant ça. J'ai essayé, j'ai pas été capable. Mais sur le coup, quand j'ai fait ça, elle a fait à peu près un pied. Une pierre qui pèse à peu près 2 livres. Pchou, dans ma main comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils vont être liés avec de l'énergie cosmique, ça va se passer tout seul. C'est pas une affaire de essayer au point de vue du désir. C'est juste la matérialisation de quelqu'un qui est capable de comprendre une énergie. Et là, ici, je vais vous parler d'autre chose. Là, je m'approche. Moi, là, je suis un gars multitask. Je fais tout en même temps. Je vais vous parler de mathématiques, là. Je vais vous montrer comment est-ce que l'énergie, elle fonctionne chez quelqu'un. Ici, j'ai des petits cubes que quelqu'un m'a donnés. C'est des petits cubes que tu mets dans ton drink, puis que si ton drink, tu veux pas que la glace fonde, puis qu'il devienne tout liquéfié, tu as des beaux petits cubes comme ça. Alors, moi, ce que je dis aux gens, je prends des petits cubes, je leur dis, là, il y a 8 cubes, puis 8 cubes, ça va montrer quelque chose. C'est, si, exemple, tu as 2 x 4, 2 rangées de 4, ça fait 8. Es-tu d'accord?
Moi, je dis aux gens ici, alors ici, on a 2 rangées de 4. Ça fait 8. Est-ce que vous êtes capable de me faire un carré avec ça? Un carré parfait. Les gens essayent, puis là, ils font toutes sortes d'affaires. Là, il y en a qui font ça de même. Ça a l'air d'un Tamagotchi. Non, c'est pas ça la réponse, OK? Après ça, il y en a qui disent, ah, je l'ai. Je dis, non, j'ai voulu te dire une affaire, pas à 2 étages. Ça, c'est un carré parfait, ou à peu près. C'est un cube parfait. C'est un cube parfait. Alors là, je dis, non, essaie de me faire un carré parfait comme ça. Et là, je pourrais te le demander à la caméra, mais peut-être que ça va prendre 10 minutes, fait qu'on va donner la réponse. Oui. La réponse, c'est très simple. C'est que 2 fois 4, c'est équivalent à, s'il y en avait un ici, 3 fois 3, moins 1. Hein? 3 fois 3, 3 carrés moins 1, ça fait 8. Puis 2 fois 4, ça fait 8. Moi, quand j'avais 13 ans, en 1973-72, je jonglais avec des chiffres dans ma tête et j'expliquais ceci. Je dis, comment ça se fait que si tu fais 10 fois 12, ça fait 120, puis 11 au carré, 121? Là, j'essaye. 4 fois 6, ça fait 24. 5 au carré, 25. 5 fois 7, 35. 6 au carré, 36. Il y a une loi. Je viens de l'expliquer de façon très géométrique et simple. J'ai fait l'algorithme de ça. Je l'ai montré dans mon livre. Mais moi, j'avais 13 ans. On est à peu près en 1972. Puis je jongle avec des chiffres. J'observe quelque chose. Puis la seule manière de trouver la réponse réelle, c'est de faire du reverse engineering. Reverse engineering, c'est au lieu de brasser et de regarder le résultat, c'est dit non, je vais à l'envers. Moi, je fais comme un saumon qui est dans la mer, mais qui est né dans la rivière, puis qui remonte à la rivière. Donc, je dis, OK, au lieu de faire 4 fois 6, je vais faire 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21. Dans le milieu, 5 au carré, ça fait 25. Fait que là, mon deuxième chiffre dans ma séquence, c'était 4. Exemple, je fais 2 fois 6, ça fait 12. 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 12, ça fait 4. Fait que là, j'ai une séquence. Mon premier chiffre, c'est 1. Le deuxième, c'est 4. Je vais essayer le troisième. À 1, 4, je ne suis pas capable de dire le troisième chiffre. Le troisième, j'essaye. Là, je dis exemple, 1 fois 7, ça fait 7. Si je mets ici 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 7, ça fait 9. 9, c'est... Ah, là, je pense que j'ai 1, 4, 9. Moi, quand j'ai vu ça, à 12 ans, j'ai dit nécessairement, j'ai déjà mon prochain chiffre. Est-ce que toi, tu es capable de me le dire? Si tu as 1, 4, 9, quel est le prochain chiffre? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ouais. Mais moi, j'ai un mental allumé, connecté avec ça. Ouais. Moi, je dis, ben, c'est sûr que c'est 16. Pourquoi? Parce que 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Donc, le prochain, il faut que ça soit 4 au carré, 16. Alors là, j'ai dit, c'est 16. Là, j'ai fait l'exercice. J'ai dit, OK, mettons, si on fait, je sais pas, moi, 2 fois 10, ça fait combien? Ça fait 20. Si on met 5 au carré, non, il faut que je le fasse avec un chiffre qui marche, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait, puis j'ai trouvé ma réponse. J'ai vu ma réponse avant de faire la patente. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es allumé, puis quand tu es connecté avec l'énergie, tu es capable de trouver la réponse avant de poser la question. Quand tu marches comme ça, là, tu peux regarder l'univers de n'importe quel angle, puis tu peux toujours arriver à comprendre des choses, mais d'une façon différente. Moi, mon livre, c'est pas de la connaissance accumulée, c'est des compréhensions que j'offre aux gens. Moi, je suis un spécialiste d'analyse des mécanismes d'énergie, des transferts d'énergie. Je dis en sexualité, c'est comme ça que ça marche. Puis quand j'arrive avec ma théorie, il y a bien des gens, une fois que je l'explique, ils disent « Waouh, c'est beau », puis moi, je le comprends. Je le vis pas tous les jours, mais je comprends que ça peut marcher. Ma dernière question. On fait un autre 10 minutes, moi je t'en forme. Dernière question, je vois ça. C'est pour ça que j'en profite. En passant, on ne fait pas un débat. Non, on fait une union. Ça s'appelle un siphonnage de l'appel. Puis, il joue le jeu, c'est le fun. C'est parfait. OK. Dernière question, parce que je sais que ça intéresse bien du monde. Est-ce que je dois en conclure, dans tout ce que tu m'as donné comme explication, qu'il faut mettre absolument de côté une intervention autre qu'humaine, physique ou non, dans le temps imparti qui est relativement court du côté physique? On le sait très bien, on s'en va dans un mur au niveau survie même de l'humanité, on s'en va dans un mur. Je parle pas de tout le monde, oui, mais la majorité... Globalement, on s'en va vers un mur. On s'en va là. Donc, il semblerait, est-ce que c'est correct ce que je dis, que tu mets absolument de côté une intervention extérieure qui pourrait solutionner le problème? Bon, je vais donner un exemple qui m'a été écrit hier par un ami en Espagne qui m'a dit, j'ai rêvé qu'on avait une puce, qu'on mettait ça ici, puis que là, on pouvait parler toutes les langues. OK? Ça, l'intervention d'une puce qui vient négocier une entente avec ton cervelet, ton hypothalamus, etc., c'est pas nécessairement bon. Ça va être bon dans un sens, mais d'un autre côté, tu vas être capable un jour de parler toutes les langues que tu veux, mais pas avec une puce. Ça implique-tu aussi que cette
puce-là, s'il y avait une puce, pourrait nous permettre rapidement, comme un médicament, de contrôler ce fichu striatum-là qui nous a donné des habitudes suicidaires. Non. C'est pourquoi? Parce que tout ce qui est artificiel, à ce titre-là, de contrôle, possède en lui un germe de manipulation. OK? Oui, Et alors, moi, ce que je dis, c'est que on ne met pas toutes les influences extérieures de côté. Ce qui est bon, on le prend. Un couteau, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Si tu t'en sers à faire une opération puis que tu enlèves une tumeur à quelqu'un, un bistouri, c'est bon. Stanislas Grof, il disait ça. Mais si de l'autre côté, tu t'en sers pour tuer quelqu'un, c'est pas bon. Mais si tu t'en sers pour tuer quelqu'un en état de légitime défense parce que quelqu'un vient impacter puis il va te zigouiller, c'est bon. Fait que tu comprends-tu? Tout est relatif. Fait qu'il ne faut pas dire que ça c'est bon ou c'est pas bon. Il faut dire, est-ce que c'est intelligent de s'en servir? Est-ce que je suis dans un cadre d'une situation où c'est ça qu'il faut que je fasse? Si tu fais la bonne chose au bon moment, c'est pas mal meilleur que la mauvaise chose au mauvais moment. Quand tu es dans l'esprit, tu fais tes choses que, à premier abord, peut-être que la personne va dire, t'es une tête de cochon, tu fais à ta guise, mais tu as raison de faire ça parce que le résultat à la fin est que tu fais ça, tu sors avec ton auto, tu fais un accident, mais la personne qui vient changer ton pneu, c'est la personne qui va devenir ta femme. Exemple. Comprends-tu? Alors, il faut que tu t'écoutes intérieurement. Oh, quelle joie! Une parce femme que, qui remplace tes pneus. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oh, oui. Excuse-moi. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut rester ouvert aux probabilités et aux possibilités. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Bernard disait, quand c'est intelligent, c'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Fait que si se passe quelque chose dans ta tête, ça a bien de l'allure, puis c'est pas un truc, c'est pas une arnaque, prends-les. Que ça vienne de l'être humain ou que ça vienne de ton toi intérieur. Mais il faut que tu te serves et que tu utilises à bon escient toutes les choses qui peuvent te favoriser une expansion de ta conscience. Si c'est négatif, s'il y a de la manipulation, s'il y a une émotion, s'il y a du karma, ben ça devient ton expérience. Je peux juste dire, fin de la citation, c'est ça. Oui, c'était éloquent comme exposé aujourd'hui. Michel, il va falloir qu'on se revoie. C'est qu'est-ce que tu vas me dire? Et là, quand tu reviens? Il rentre dans la... Arrête, il va l'utiliser. La cabale vibratoire. Oui, ben c'est ça. Mais ça, c'est le langage des oiseaux. Il faut que je dise un petit mot à mes amis d'Espagne, parce que je leur ai dit que j'enverrais ma cassette en espagnol juste le dernier 2 minutes. Tu l'as dit aussi dans le club créé aussi. Alors, buenos noches todos amigos, amigas de España. Soy Miguel de la Mancha, el notario del cielos, et... hablar con mi amigo Richard Glenn et Marc Laperle, tous français de persona, et son muy content que la conferencia est muy bueno. Mucho bueno. Ricardo Glenn. Oui, Ricardo Glenn. C'est nouveau. Alors, ça a duré 1 minute, mais c'était un petit... C'est juste drôle. Là, on vient de descendre. Et Marco Laperlo? Marco Laperla. Laperla? Je sais que c'est Laperla. Laperla. Ça, je le sais. Alors, voyez-vous, les amis, quand on est dans l'esprit, on peut parler de tout, et ça mène de fil en aiguille, mais l'important, c'est de refermer les applications pour boucler la boucle, pour pas avoir l'air de quelqu'un qui est perdu là-bas et qui revient à son centre. Et quand on est connecté à notre centre, on peut accomplir de grandes choses. Et moi, j'espère que je vais être capable de transférer ma science, mon feu sacré à d'autres personnes qui vont devenir un peu des émissaires de la lumière, parce que c'est ça que ça nous prend. C'est des personnes qui vont vibrer la lumière dans leur rayonnement, dans leur passion. Moi, j'ai des belles qualités dans certaines choses, mais dans d'autres affaires, je suis nul. Nul en Internet, nul dans le pâte à roulettes, nul dans la natation. On peut pas être bon dans tout. Mais si toi, tu es un conférencier, tu es un intervieweur, lui, c'est un grand penseur, c'est quelqu'un qui, je vais dire, j'aime son travail parce qu'il travaille dans les bijoux. OK? Mais je peux travaillait dans les bijoux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va bénéficier de la connaissance et du talent des autres et on va faire une intrication, puis 1 + 1 = 3. C'est du gestaltisme. Donc, toi, moi, nous. Imagine quand on est 50, quand on est 2000, on va faire des sociétés merveilleuses, mais ça va être des groupes fermés parce que c'est pas pour tout le monde qui est rendu là. Voilà. La perle dans les bijoux, ça convient? Bijoux, la il perle, porte son nom. C'est ça. Arrêtez. Puis toi, la brèche? Ben, écoute, Richard, je finis avec ça, parce qu'il reste 5 minutes. La première fois que j'ai ouvert ma télévision, OK, en 1976, j'étais à Carte-Civile, je vais te dire ça, là, j'ouvre la télévision, puis tu interviewais François Payotte, puis François Payotte, il dit, c'est comme la brèche dans le temps. Puis là, tu étais au restaurant Les Dos Blancs, un restaurant qui appartenait à Maître Tachereau, le frère de Diane, qui était la femme de François, à Ville-Saint-Laurent. Ça a changé de nom. J'ai été manger là il n'y a pas longtemps. Et là,
j'ouvre la télévision, puis samedi, c'est comme la brèche dans le temps. Je dis, il me parle, ce gars-là, il me cherche. Fait que là, j'ai écouté l'entrevue, puis là, vous parliez des extraterrestres, de la conscience, même pas de Bernard de Montréal, c'était totalement différent, parce que j'ai entendu parler de Bernard à peu près 4 ans plus tard. Mais encore là, je dis, hey, c'est intéressant. J'ai été voir ce gars-là, François, j'étais à la librairie Nostradamus, qui était sur la rue Fleury, à Montréal, et là, il dit, il y a 4000 livres ici, je t'en donne 2. Il y en a un, c'était Résumé des doctrines ésotériques, par un gars qui s'appelle H. Campigny, puis c'était aux éditions Casterman, un petit livre de 1960. Il parlait de la différence entre l'astrologie, l'astrosophie, l'astronomie. C'était super bien fait. Puis il y avait un autre livre, c'était La vie des maîtres. Il a dit, lis ça, puis c'est 2 livres de base, puis ton début de ta quête sur la conscience va bien commencer. C'est ça qui a commencé mon affaire, mais j'ai quand même ouvert la télévision, puis ça dit, c'est la brèche dans le temps, puis c'est toi ou François qui a dit ça. En 76, il y a 44 ans, là, quand même. Oui, excellent. C'est un beau souvenir à relever. Je vais essayer de retrouver dans mes archives si je l'ai encore. Ouais. Je me souviens très bien. Et je te poserai juste une question parce qu'on se prépare, nous, pour le congrès ESO qui a lieu le samedi de Pâques, la fin de semaine de Pâques, samedi saint, le 11 avril. Mais le samedi 11 avril qui s'en vient bientôt, les billets sont déjà disponibles, c'est sur la religion au 21e siècle. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. J'ai été faire le Shabbat à Madrid avec des vrais Hébreux. Là, moi, comme catholique, je comprends déjà ça. Et là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Zohar, qui m'a expliqué le Coran au complet. Et demain, je m'en vais voir mon ami Jean Rapp, qui est un grand thérapeute, qui traite les gens avec la lumière qu'il y a dans les diapositives de Kodak 1970. Fuji, en fond, c'est synthétique, ça marche pas. Kodak, il me dit, moi, que le pigment contient l'information. Quand tu prends une diapositive et tu la passes à côté de l'oreille, l'oreille détecte par la lumière qui voyage à travers le pigment jusqu'à l'oreille, le pavillon interne, et il y a une espèce d'harmonie qui se fait entre ce que lui envoie et ce que le corps va afficher, un peu comme un polygraphe, un détecteur de mensonges. Et lui est capable de voir le mal, le trauma de la personne, il est capable de le corriger comme un accordeur de piano, puis après ça, il le en ligne, et quand les gens sortent de là, ils se guérissent eux-mêmes. Lui, il guérit pas. Lui, il dit, je te donne la possibilité que toi, tu te guérisses. Et ce gars-là, Zohar, il a dit, je veux absolument rencontrer cet homme-là, parce que moi, j'en connais plein de gens extraordinaires. Mais il m'a tout expliqué la différence, comme je disais, entre les musulmans, le Maghreb, l'Équateur, le Coran, les Arabes. C'est tout différent, là. Ah oui. Puis quand on regarde la souche en passant, Abraham, OK, il y a eu Ismaël, puis il y a eu Isaac. Puis Ismaël, c'est devenu des musulmans. Puis Isaac, c'est devenu Jacob, c'est devenu des Hébreux. C'est des frères. Ils s'entretuent, puis c'est des frères. Des demi-frères. Des demi-frères. Pas de la même mère. Bon, oui, c'est intéressant. Mais alors, Michel, qu'est-ce qu'il y a des religions pour le 21e siècle? Ils vont tous tomber à l'eau parce que dans toutes les religions, savez-vous quoi? Je suis avec ça. Ça, c'est le punch. Dans toutes les religions, ils disent qu'ils ont quelqu'un qui va venir, qui va tout changer. Jusqu'à temps que la personne vient, on ne change pas un iota. Mais quand le Hel Medihi Mantatar, dans le Coran, va venir, il va tout changer le Coran. Quand le Kabbalah Messia va venir, il va tout changer la Torah puis la Talmud. Puis quand le retour du Messie va venir, il va dire ce qu'il y a dans la religion, le catholique, là, oubliez ça. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ils vont rendre ça universel. Totalement. Ce qu'on appelle la religion syncrétique. Oui, mais ça va être la base parce qu'un jour, il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de monnaie, il n'y aura plus de maladie. Tout ce qu'il va y avoir, c'est des gens qui vibrent la lumière et qui vont avoir conquis le monde de la matière et qui vont simplement être des émissaires de l'énergie universelle pour faire rayonner la matière à un taux aussi fort que dans l'esprit. Ben, merci. Alors, c'est un plaisir. Ben oui, moi aussi, hein. Ben, Marc? Voilà, j'ai bien aimé ça, regarde. Ah ouais, super, hein. Super. Ben voilà, c'est notre rendez-vous toutes les semaines au Vidéorandia. Et je vous rappelle qu'il y a aussi 1 heure en club créé, un complément à ce Vidéorandia avec Michel Labrèche. Marc n'était pas là à ce moment-là encore. Mais on a abordé le phénomène extraterrestre très clairement avec des photographies. On a parlé des différentes sciences de paranormal. On est allé dans des domaines qui vont certainement vous intéresser. Alors voilà, c'est un rendez-vous toutes les semaines. À bientôt. Je me dois de vous rappeler, mesdames et messieurs, que ce Vidéorandia a été enregistré au début du mois de février 2020. Il y a donc plus de 3 mois avant maintenant sa diffusion. C'est le Vidéorandia de la semaine du samedi 9 mai 2020.
le numéro 19. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, c'était conception, animation et montage Richard Glenn. Nos invités, Michel Labrèche, auteur conférencier, Marc Lapelle, homme d'affaires à la retraite. Il nous a présenté son encyclopédie, ou presque, de la magicienne, les pouvoirs de la magicienne. Oui, en privé, il y a la version d'1 heure encore, avec M. Michel Labrèche, réservée aux abonnés du Club créé du mois de mai. Le complément surprenant, à ne pas manquer, la version audio MP3 par Jean-François Poulain. Supervision technique et manuelle Stéphane et Donald, à la régie Spirale. Il est toujours temps de vous abonner à ce congrès, 4e congrès ésotérique de Montréal, l'évolution cosmique de l'humanité sur le thème spiritualisation de notre humanité à ESO 2020. Et comme on vient de l'expliquer, au-delà du samedi 11 avril, ça a été diffusé tous les jours de la semaine sainte, en commençant par M. Georges Lahy, kabbaliste, mythe devenu réalité planétaire comme au temps de Noé, on dit dans les textes. Serge Cazelet, exégète de textes sacrés anciens. Comme il est écrit, il sera. Il faut voir au-delà du texte. Alain Niala, philosophe consultant. Croyez-vous être spirituel? Peut-on être un scientifique spirituel? Martin Yantapolczynski, religion ou spiritualité? Et moi-même, Richard Glenn, présente Bernard de Montréal. Voici nos suggestions en rapport avec ce qu'on a entendu aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt, j'espère.